Bonjour, nous sommes à Castello-Nonèze, dans l'Hérault, avec Joëlle Vintrebert. Bonjour Joëlle. Bonjour. Alors Joëlle, vous êtes autrice de science-fiction. On vous connaît pour les Olympiades truquées, par exemple, une anthologie au Bélial, et vous êtes actuellement la présidente du Grand Prix de l'Imaginaire qui a fêté ses 50 ans à Montpellier. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, vous êtes rentré dans ce Grand Prix en tant que juré, et il y a très longtemps, je crois, on est... 2001, oui. 2001. 2001, oui. Voilà. Alors, du coup... Et j'en suis vous êtes présidente depuis présidente. 2014. Voilà. Alors, ce prix a 50 ans, et il arrive à Montpellier cette année, on est en 2024. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce déménagement, ce transfert? Je crois qu'avant, vous étiez à Saint-Malo. Aux Étonnants Voyageurs, voilà, c'est ça. Oui, où Michel Lebris avait eu très envie que nous venions en 2010. Donc on est resté 13 ans quand même aux Étonnants Voyageurs. Et puis pour notre cinquantenaire, pour fêter notre cinquantenaire, on a eu envie d'aller dans un festival généraliste qui ferait vraiment un focus sur l'imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée, étant montpelliéraine et connaissant Régis Penalva, qui est le grand ordonnateur de la Comédie du Livre d'Ijourambé, j'ai eu l'idée de lui proposer l'arrivée de ce Grand Prix à la Comédie du Livre à Montpellier. Et Régis a été extrêmement enthousiaste, il avait envie justement de développer l'imaginaire, et donc il a décidé de faire un gros focus avec l'arrivée du Grand Prix à Montpellier. Et ça a été absolument fantastique, puisque ça a vraiment très bien marché, tout le monde était très content, aussi bien les libraires qui ont changé le lectorat et la fréquentation du salon, que les auteurs, que les éditeurs présents. Enfin vraiment, ça a été un succès extraordinaire. On a même refusé du monde au moment de la remise du prix. Voilà. Alors, on va évoquer effectivement l'édition 2024, mais peut-être revenir un peu d'histoire. La genèse de ce prix, il a été créé en 1974, ouais. Donc par Jean-Pierre Fontana, qui est toujours là et que nous avons fait venir, à qui nous avons décerné un grand prix du cinquantenaire, exceptionnel, juste cette année. Et donc Jean-Pierre a fondé ce prix en 1974 dans le cadre d'une convention à Clermont-Ferrand qu'il avait organisée, qui a été la première convention de science-fiction française sur le modèle de ce qui se faisait aux États-Unis depuis déjà fort longtemps. Voilà. Et il a eu le désir et l'envie de faire découvrir le genre de l'imaginaire. À l'époque, c'était plutôt branché science-fiction, parce que le prix, c'est au départ après Grand Prix, appelé Grand Prix de la science-fiction française. Et donc, il voulait faire découvrir au grand public ce genre littéraire qui le passionnait complètement. Alors, on a une jolie trace de ça, puisque Le Bélial publie cette année Architecte du Vertige, 74-2024, 50 ans, 2 Grands Prix de l'Imaginaire, et vous avez fait la préface, et Jean-Pierre a fait la postface. Voilà, j'ai fait la préface et le paratexte. Et le paratexte, oui. Effectivement, on a sélectionné 10 nouvelles, une par décennie française et une par décennie, mais même un peu plus, parce que le domaine étranger est arrivé en 95, donc, mais on a choisi d'avoir 5 nouvelles étrangères, 5 nouvelles francophones. Et donc j'ai fait une remise en contexte de chacune des nouvelles que nous avions sélectionnées par rapport à ce qui s'est publié à l'époque et ce qu'a récompensé le Grand Prix de l'Imaginaire, parce que par décennie il y avait 10 prix, évidemment. Et en sélectionner un seul, c'était un vrai défi. C'était un vrai défi, oui, totalement. C'était un vrai défi et un crève-cœur, évidemment, puisqu'on aurait bien aimé pouvoir faire quelque chose de complet, mais c'était évidemment impossible. Alors, on retrouve, d'ailleurs, bon, là je vais montrer le logo du Grand Prix de l'Imaginaire. Alors, le point commun entre le logo et la couverture, c'est quand même Philippe Cazat, tout à fait, qui est présent. Alors, peut-être parler de ce grand dessinateur qui a illustré pas mal de vos romans, je crois aussi. Alors, Philippe m'a beaucoup illustré, effectivement, depuis les années 1980, quand je publiais chez J'ai lu. Et il était tout à fait... c'est pour ça qu'on l'a invité cette année avec Jean-Pierre Fontana et qu'on a fait un petit débat avant la remise du prix dans l'auditorium du musée Fabre, parce qu'il était également présent à la création
de ce Grand Prix de l'imaginaire, puisqu'il en a fait le logo déjà à l'époque. Il avait fait l'affiche du premier festival, et donc il a suivi le Grand Prix de l'imaginaire pendant toute son existence, en créant une nouvelle image pour les diplômes que nous remettions à nos lauréats, et vraiment, il a toujours été là. Et il a toujours été là pour moi, effectivement, puisque il a illustré quand même, peut-être pas la moitié de mes livres, mais sans doute pas mal. Et oui, parce que c'était l'époque où la plupart des romans faisaient appel, les éditeurs faisaient appel à des auteurs. Là, malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, la part du dessin a diminué dans les rééditions. C'est un peu triste. Alors, par contre, peut-être Philippe Cazat, aujourd'hui, il revient aussi grâce à Métal Hurlant, qui ressort. On a une couverture Cazat dans un métal, je crois que c'est le 7 ou le 8. Et alors, peut-être rappeler l'importance de Philippe Cazat dans l'histoire de la bande dessinée pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Alors, Philippe, c'est un des très grands qui ont fait vraiment... il avait déjà beaucoup publié dans Pilote, à un moment où Métal Hurlant a commencé. Je me souviens en particulier de Scènes de la vie de banlieue, c'était vraiment une merveille. Et on retrouvait d'ailleurs le côté politique qui l'a accompagné tout le temps. Et en fait, les humanoïdes associés, Métal Hurlant, la création de Métal Hurlant, ça a permis à beaucoup des dessinateurs de l'époque de se lancer dans une BD complètement adulte, c'est-à-dire d'abandonner le côté jeunesse que pouvait avoir la BD à l'époque et de développer des thèmes, y compris des thèmes érotiques. Losfeld était passé par là, d'ailleurs c'est là que Philippe a publié son premier album chez Eric Losfeld, au Terrain Vague. Mais il y avait peu de... La BD n'était pas tellement déniaisée à l'époque, voilà, on peut le dire. Et Métal Hurlant a été vraiment... ça a été l'endroit où publier Druillet, où donc a publié Cazat, où a publié Mébius, où on publiait tous les grands de la bande dessinée de l'époque. Et là, les Humanos ressortent, je crois, certains albums, et vous avez fait la postface d'une réédition, je crois aussi. Oui, de Arquet et Laïla, donc 2 albums que Philippe avait publiés dans les années... à la fin des années 70 ou au début des années 80, j'ai un petit doute là, mais enfin en tout cas, il y a bien longtemps, et qui sont des albums absolument extraordinaires. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait rêver de voir une expo Cazat à Montpellier dans le cadre du Grand Prix de l'Imaginaire? On peut tout à fait rêver, c'est dans les tuyaux, on n'est pas encore totalement sûr que ça va se réaliser, bien sûr, mais il en est fortement question. Écoutez, bonne nouvelle pour les fans. Et on va faire un point maintenant sur le Grand Prix de l'Imaginaire 2024. Alors, un roman a été sacré. Il y a 3 prix, il y a 10 prix, il y en a 3 qui sont dotés. Il y a 10 catégories. 10 catégories. Donc, cette année, grâce pour la première fois depuis bien longtemps, moi j'avais eu la chance d'avoir le Grand Prix justement une année où il était doté. Mais c'est vrai que le Grand Prix de l'Imaginaire est très pauvre, puisqu'on est tous bénévoles, et voilà. Et comme on ne veut pas être sponsorisé par les éditeurs, donc ça devient un petit peu compliqué. Mais cette année, on a donc Altemed qui a proposé d'être notre mécène. Et donc nous avons pu doter les 3 catégories de la fiction francophone, c'est-à-dire le roman français, la nouvelle française, francophone, enfin le roman francophone, la nouvelle francophone, et le roman jeunesse francophone. Donc, ils ont nos lauréats en 1 500 € chacun, donc ce qui n'est pas mal. Voilà. Surtout qu'il n'y avait rien du tout. Et oui, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un groupement d'intérêt public, je crois, Altemed, qui est montpelliérain. Qui est montpelliérain, c'est ça, exactement. Ouais. Sur l'aménagement des territoires. Voilà. Écoutez, bonne nouvelle pour les auteurs qui peuvent effectivement... On peut candidater quelqu'un qui écrit quelque chose, on peut se faire connaître directement auprès de vous quand on a publié quelque chose. Il faut passer par son éditeur. C'est l'éditeur qui fait... les éditeurs qui nous envoient les livres. Qui envoient les livres, voilà. C'est quand même une bonne nouvelle pour les auteurs et bien genre. Alors, on va parler du prix qui a été donné au meilleur livre sur l'imaginaire. Je crois que c'est une jeune autrice qui nous parle de thé de fantômes, c'est ça? Ça s'appelle Du thé pour les fantômes. Ça a été publié chez De Noël.
Et donc c'est un roman tout à fait étonnant, du réalisme fantastique. Ça se passe à Nice. Donc on a bien compris qu'il y avait une histoire de fantôme là-dedans. Il s'agit effectivement, par ces thés qui sont magiques, donc de communiquer avec des défunts qui ne sont pas en paix. Mais c'est surtout un roman qui met en scène 3 personnages tout à fait extraordinaires. Donc une mère et ses 2 filles qui ont des pouvoirs, donc qui ont ces pouvoirs grâce à leur mère, un peu extraordinaire. Et donc on les suit depuis l'enfance avec des flashbacks et une écriture qui est absolument magnifique. Donc c'est seulement le 2e roman de cette jeune autrice. Elle avait été remarquée avec le précédent, qui a été lauréat des 20 ans de la collection Folio SF, donc chez Gallimard. Et donc ils avaient lancé un appel à texte. Ils ont eu 300 manuscrits, je crois. Et donc elle a été lauréate de cet appel à texte. Et elle avait eu donc son premier roman publié comme ça, qui avait déjà énormément retenu l'attention. Mais voilà, pour un second roman, c'est vraiment une victoire étincelante pour cette jeune femme qui est déjà traduite. Ce roman est déjà traduit dans 7 pays différents, dans 7 langues différentes. Et puis on a une autre jeune autrice qui a eu le prix de la nouvelle, qui s'appelle Esmée Dubois, pour une novella qui s'appelle Traduction vers le rose. Et puis le prix de la jeunesse francophone a été décerné à Jérôme. Celui-là est très beau, oui, on va regarder. Ouais. Elle avait déjà fait des illustrations auparavant, oui, c'est pas son premier travail. Elle avait déjà illustré chez d'autres éditeurs. Elle a dû éditer. Enfin bon, de toute façon, vous regardez sur Internet, vous allez trouver son parcours. Mais c'est pareil, c'est une jeune illustratrice. Et d'ailleurs, c'est également une jeune illustratrice qui a fait l'affiche du festival de la Comédie du Livre du jour en mai cette année. Cette année, voilà. Voilà, qui avait été une de nos lauréates pour le GPI. Alors du coup, on peut imaginer que maintenant, le GPI est bien installé à Montpellier pour les prochaines années. C'est oui, c'était le deal. C'était le deal, c'était que on n'allait pas venir juste pour le 50e et que si on déménageait d'un endroit où finalement on n'était pas si mal, aux étonnants voyageurs. Donc c'était vraiment pour trouver un hébergement durable et pérenne. Alors le dispositif, ça va être comme cette année, un espace dédié aux littératures de l'imaginaire en plein milieu de la Comédie du Livre, c'est ça? Alors en fait, les littératures de l'imaginaire ont été un peu dispatchées entre les libraires, c'est-à-dire que les libraires se sont partagés les auteurs. Donc il n'y avait pas un centre précis où on aurait retrouvé tous les auteurs d'imaginaire. Mais et de la même façon, il y a eu des tables rondes qui ont eu lieu dans plusieurs endroits de la ville et où on avait à la fois éventuellement des auteurs de Blanche et des auteurs d'imaginaire. De l'imaginaire. Voilà. Avec une petite expo consacrée au Grand Prix, je crois. Tout à fait. On verra un petit peu là. Et aussi, je crois, une expo sur l'éditeur Le Bélial, dont on peut dire un petit mot quand même, parce que vous avez publié votre première anthologie chez eux, je crois. Alors non, c'était pas mon premier recueil de nouvelles, mais voilà, c'était mon second recueil de nouvelles. La Créode, c'est ça, et autres récits. La Créode et autres récits futurs, donc c'était une grosse... un gros pavé, quand même. Un gros pavé qui était un best-of de mes meilleures nouvelles de science-fiction à un moment donné, puisqu'il a été publié en 2009. Et donc celui que j'ai publié, l'autre recueil de nouvelles que j'ai publié l'année dernière. Voilà, c'est Couvée de filles. Couvée de filles, donc, qui a été publié au Diable au Vert. Là, c'est un recueil qui est mixte. Oui. C'est-à-dire qu'on a à la fois des nouvelles de science-fiction et des nouvelles fantastiques. Voilà.
Voilà, alors Le Diable réédite en ces temps de Jeux Olympiques votre premier roman, Les Olympiades truquées, en poche. Donc on peut le revoir avec une nouvelle couverture. Tout à fait. Toujours d'actualité, le dopage dans les Jeux Olympiques. Voilà, le dopage et puis le clonage. Et le clonage aussi. Voilà. Les deux grands axes du livre. Donc c'est sa 6e édition. 6e édition. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, c'est pas cher et c'est effectivement... voilà. Est-ce que, alors, Joël, vous écrivez toujours? Vous avez toujours des projets d'écriture en ce moment? Tout à fait. Ouais. Oui. Roman, nouvelle ou les deux? Les deux, toujours. Sur le... Voilà. Donc vous avez une maison d'édition particulière, c'est plusieurs... J'ai beaucoup publié au Diable Vauvert parce que en fait j'ai un roman qui s'appelle Pollen, donc, qui a été publié en 2002, mais c'est pareil, qui a été réédité plusieurs fois et qui a d'ailleurs été réédité au Diable Vauvert dans la collection Les Poches du Diable en 2022. Voilà. Donc on trouve aussi facilement. Et Marion me suit depuis J'ai lu, puisqu'elle était éditrice. Marion Mazory, qui était éditrice chez J'ai lu. Et donc, c'est elle que j'avais eu pour Le Créateur Chimérique, comme éditrice, donc avec Jacques Sadoul, comme éditrice pour Le Créateur Chimérique, qui a été mon grand prix de l'imaginaire, avant que je ne devienne juré du prix, puisqu'on n'est plus éligible. Quand on devient juré du prix, on n'est plus éligible. Voilà. Alors. Donc, Marion, je la connais depuis les années 80, 1988. Alors, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup dans les festivals de BD ou de littérature, quand même l'emprise de la littérature qu'on va qualifier du réel. La littérature, l'autobiographie, l'autofiction. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans un monde qui devient un peu dystopique, la science-fiction n'est pas dépassée? C'est-à-dire que le pseudo-réel du monde, est-ce que vous arrivez à trouver des choses qui n'ont pas été déjà dites par les grands auteurs, Philippe K. Dick, qui ont déjà peut-être un peu prophétisé le monde dans lequel on est? On pourrait dire que finalement, tout auteur qui écrit, il n'écrit pas à partir de rien, donc il écrit sur des choses qui ont déjà été écrites. Et ce qui compte, effectivement, c'est le contenu du livre, son style, et comment les auteurs vont s'organiser autour de ce qu'ils ont à dire. Maintenant, si on prend l'exemple des Olympiades truquées, 1980, la première édition, si vous le lisez maintenant, vous n'aurez pas l'impression que c'est un bouquin obsolète du tout. Voilà. Donc, je crois que à partir du moment où on se projette aussi bien en anticipation que beaucoup plus loin dans le futur, comme je l'ai fait avec Pollen, c'est toujours des métaphores du présent, c'est toujours une façon d'interroger le monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, de toute façon. C'est une écriture qui va parler de nos peurs, de nos désirs, de nos résistances. Pour moi, c'est la SF, la science-fiction, l'anticipation, c'est vraiment une écriture de résistance. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Pas seulement l'évasion que ça peut procurer, mais plus du côté fantasy, vraisemblablement, qu'avec la science-fiction, qui parle vraiment du monde dans lequel on vit. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes qui vous inspirent en ce moment, sur lesquels vous avez envie de broder des nouvelles, des romans à venir? En fait, effectivement, avec tout ce qui se passe... on est bien servi en ce moment. On est bien servi. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a une espèce de désir actuellement d'écrire ce qu'on appelle le solar punk, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer des avenirs désirables, donc un peu plus utopiques que ce qui a été montré, qui est beaucoup plus dans la dystopie jusqu'à maintenant. Donc pourquoi pas essayer de montrer comment on pourrait organiser un monde futur de façon à ce qu'il soit plus vivable. Voilà, écoutez, belle ambition, ça fera du bien de lire ça, parce qu'effectivement, on a besoin de réenchanter le monde. Merci Joël, en tout cas. Donnez à nos auditeurs peut-être le site internet, parce qu'on a évoqué que 3-4 catégories du prix de l'imaginaire, mais il y en a une dizaine, donc on peut découvrir ça sur le net, je pense. Il y en a 10, oui, vous pouvez tout à fait, vous faites Grand Prix de l'imaginaire sur internet et vous allez tout de suite trouver le site du Grand Prix. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine à Montpellier, à la Comédie du Livre. C'est toujours 10 jours en mai, et c'est le 2e week-end du mois de mai, je crois. 3e. 3e week-end du mois de mai. Voilà.
Donc le Grand Prix d'Imaginaire qui va passer, j'espère, peut-être encore 50 ans à Montpellier maintenant. Voilà. Je n'y serai plus. À mais... suivre, hein, On peut c'est de la l'espérer. science-fiction. Merci Ouais. Joël. Merci.